Si votre conjoint décède avant vous, voici ce que vous devez faire en premier. Quelle est la toute première chose que vous devriez faire si votre époux ou épouse disparaît avant vous? La plupart des gens n'ont pas de réponse claire, et lorsque le moment arrive, ils se retrouvent eux-mêmes submergés par le chagrin, la confusion et des décisions qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter seuls. La vérité, c'est que peu importe la force de votre relation ou depuis combien de temps vous étiez ensemble, la mort d'un conjoint change tout. Cela ébranle le sol sous vos pieds, vous laisse avec un silence douloureux et vous confronte à une liste de tâches alors que vous avez à peine la force de sortir du lit. C'est ça. Cette vidéo ne traite pas des formalités administratives ou de ce qu'il faut dire lors des funérailles. Elle porte sur ce qu'il faut faire en premier pour vous-même, émotionnellement et pratiquement, pour survivre aux premières vagues de la perte. Nous allons parcourir 6 étapes essentielles qui vous aideront à rester stable au milieu de l'une des périodes les plus difficiles de la vie. Ce ne sont pas des instructions froides ou des conseils distants. Elles sont ancrées dans l'expérience, la compassion et la compréhension profonde que le deuil n'est pas livré avec un mode d'emploi. Chacune de ces 6 choses est quelque chose que de vraies personnes, tout comme vous, ont trouvé crucial dans leur processus de guérison. Et bien qu'aucune d'elles n'efface la douleur, elles peuvent vous donner un sentiment de stabilité lorsque tout le reste semble incertain. Si votre conjoint décède en premier, et j'espère que ce jour est très, très lointain, vous devez savoir quoi faire, non seulement pour fonctionner, mais pour éventuellement revivre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 6e point est un aspect que la plupart des gens n'envisagent jamais, et pourtant, il détermine souvent comment le reste de leur vie se déroule après la perte. Commençons. Numéro 1. Le besoin de ressentir avant de vouloir réparer. Quand votre conjoint décède, le monde ne devient pas seulement silencieux, il devient engourdi. Les routines que vous partagiez, les conversations sur lesquelles vous comptiez, même le son de leurs pas dans l'autre pièce. Tout disparaît soudainement et le silence laissé derrière n'est pas seulement extérieur. Il s'installe dans votre poitrine, lourd et creux. Dit dans ses premiers jours, il y a une tentation profonde de foncer tête baissée, de s'occuper des papiers, des appels, des arrangements, de la logistique, n'importe quoi pour rester assez occupé pour ne pas en ressentir tout le poids. Mais voici la vérité. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devez vous autoriser à ressentir. Cela ne signifie pas s'effondrer. Cela signifie se donner la permission de faire son deuil sans culpabilité, sans calendrier et sans jugement. Il n'y a pas de bonne façon de pleurer un être cher. Il n'y a pas de calendrier fixe pour l'arrêt des larmes ou pour que le lit semble moins vide. Ce qui compte le plus dans ces premiers jours, c'est de ne pas refouler les sentiments au point qu'ils durcissent. Car le chagrin évité ne disparaît pas, il attend. Et quand il revient plus tard, c'est avec plus de confusion et plus de douleur. Certaines personnes pensent que montrer ses émotions est une faiblesse, surtout après une perte. Elles disent des choses comme « je dois être fort » et « pour les enfants » ou « elle n'aurait pas voulu que je pleure ». Mais la force ne signifie pas le silence. Elle ne signifie pas ravaler sa tristesse pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. La force, c'est s'autoriser à reconnaître tout le poids de votre amour et le vide laissé derrière. Pensez à quelqu'un comme Evelyn, une femme de 41 ans qui a perdu son mari après 52 ans de vie commune. La première semaine, elle s'est occupée avec des courses et le rangement des placards, disant à tout le monde qu'elle allait bien. Mais tard le soir, elle se surprenait à fixer son fauteuil, non pas parce que les conversations lui manquaient, mais parce qu'elle prétendait que ce n'était pas le cas.
Quand elle s'est enfin autorisée à pleurer, vraiment pleurer, c'est comme si quelque chose avait changé. Non pas parce que la douleur était partie, mais parce qu'elle avait enfin de l'espace pour respirer. Vous n'êtes pas brisé et parce que vous êtes dévasté. Vous n'êtes pas faible parce que vous n'arrivez pas à traverser la journée sans craquer. Le deuil n'est pas quelque chose que l'on résout, c'est quelque chose que l'on porte. Et si vous ne vous donnez pas l'espace pour le reconnaître pleinement, vous finirez par le porter de manière malsaine à travers la colère, l'engourdissement ou même la maladie. Donc, la première chose que vous devez faire si votre conjoint décède avant vous est de faire une pause. Accueillez la perte même si ça fait mal. Autorisez-vous à pleurer. Autorisez-vous à parler d'eux. Admettez que rien n'a de sens pour le moment. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan. Vous n'avez pas besoin de faire bonne figure. Vous avez juste besoin de ressentir. Car ce faisant, vous commencez à guérir. Et la guérison commence toujours par l'honnêteté. Numéro 2. L'importance de tendre la main immédiatement. Dans les heures et les jours qui suivent le décès de votre conjoint, le sentiment d'isolement peut s'installer plus vite que prévu. À un moment, les gens appellent, déposent de la nourriture, envoient des fleurs, puis soudain, la maison devient silencieuse. La porte arrête de sonner. Le téléphone ralentit. Et si vous n'y prenez garde, ce silence se transforme en séparation. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire au début est ceci. Tendez la main avant que la solitude ne s'installe trop profondément. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose de profond. Vous n'avez pas à expliquer ce que vous ressentez. Mais vous devez faire savoir aux gens que vous êtes là et que vous avez besoin d'eux. Cela ne signifie pas ouvrir votre cœur à tout le monde ou essayer de recevoir des invités alors que vous fonctionnez à peine. Cela signifie simplement ne pas attendre que les autres fassent le premier pas. Car la vérité, c'est que même les personnes qui vous aiment le plus peuvent être incertaines de ce qu'il faut dire ou comment aider. Elles peuvent hésiter non pas parce qu'elles ne s'en soucient pas, mais parce qu'elles ont peur d'être intrusives. En faisant ce petit pas, envoyer un message, prendre le téléphone, ou même simplement répondre quand quelqu'un prend de vos nouvelles, vous construisez une couche protectrice contre le type de solitude qui non seulement fait mal, mais commence à affecter votre esprit et votre corps. L'isolement social est l'une des choses les plus nuisibles qui puissent arriver à une personne après une perte. Il affecte le sommeil, la tension artérielle, la fonction immunitaire, même la mémoire. Et il le fait discrètement. Parlons de Jim, 77 ans, dont la femme est décédée après une longue maladie. Au début, ses amis l'appelaient tous les jours. Mais il laissait souvent l'appel aller sur la messagerie vocale. Il ne voulait pas parler. Il n'avait pas envie de répéter l'histoire ou de prétendre aller bien. Et lentement, les appels ont cessé. Ce n'est que lorsqu'un voisin a frappé à sa porte des semaines plus tard que Jim a réalisé qu'il s'enfonçait sans même s'en rendre compte. Après cela, il s'est fait une petite promesse, juste un appel par jour, une vraie conversation. Ce petit geste s'est transformé en quelque chose de plus grand. Cela lui a donné une bouée de sauvetage. Le deuil essaie de vous convaincre que vous êtes seul. Mais la connexion vous rappelle que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas à parler de la perte si vous n'êtes pas prêt et vous pouvez parler de souvenirs, du temps qu'il fait, d'une histoire drôle d'il y a des années. Ce qui compte, c'est la présence, savoir que quelqu'un est au bout du fil ou de l'autre côté de la table. Et si vous n'avez pas de famille à proximité, ou si vous craignez de devenir un fardeau, rappelez-vous ceci. De nombreuses communautés ont des groupes de soutien au deuil, des centres pour seniors ou des bénévoles locaux qui s'assiéront avec vous, parleront avec vous
ou seront simplement une compagnie silencieuse. Tendre la main ne signifie pas admettre sa défaite. Cela signifie choisir de ne pas porter sa douleur seul. Les premiers jours après la perte sont dangereux, non seulement émotionnellement, mais physiquement. Votre corps est sous stress. Votre esprit est embrumé. Et votre cœur est vulnérable. S'entourer de personnes, même de la plus petite des manières, agit comme une sorte d'échafaudage émotionnel, vous soutenant pendant que vous retrouvez votre équilibre. Donc, si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3. L'urgence d'organiser les documents critiques. Quand quelqu'un décède, surtout un conjoint, on a l'impression que le monde devrait s'arrêter. Mais la vérité est que le monde continue d'avancer. Les factures, elles arrivent. Les avis sont postés. Les comptes se bloquent. Et au milieu de votre chagrin, vous êtes soudain confronté à des questions auxquelles vous n'êtes peut-être pas prêt à répondre. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes que vous devez faire, aussi doucement et clairement que possible, est de localiser et d'examiner tous les documents critiques liés à la vie de votre conjoint. Ce n'est pas froid et sans cœur. C'est nécessaire. Vous devrez trouver le testament, les polices d'assurance, les informations de compte bancaire, l'acte de mariage, l'acte de décès et tout document relatif aux propriétés, pensions ou services militaires. Et vous devrez le faire alors que votre esprit est fatigué et votre cœur à vif. C'est là que beaucoup de gens soit retardent par accablement, soit se précipitent sans clarté, et les deux peuvent conduire à des erreurs qui rendent les semaines à venir plus pénibles qu'elles ne devraient l'être. Certaines personnes croient qu'elles s'en occuperont une fois prêtes, mais malheureusement, le timing n'est pas toujours sous votre contrôle. Il y a des démarches légales et financières qui ont souvent des délais serrés. L'assurance vie doit peut-être être réclamée. La sécurité sociale doit peut-être être contactée. Les comptes de services publics doivent peut-être être transférés. Si vous attendez trop longtemps ou manquez quelque chose de crucial, cela pourrait impacter vos finances de manière difficilement réversible. Pensez à Harold, 69 ans, qui a perdu sa femme de manière inattendue. C'est elle qui gérait la plupart des papiers au fil des ans, alors quand elle est décédée, Harold ne savait pas où se trouvait la police d'assurance. Des semaines ont passé avant qu'il ne la trouve, rangée dans un tiroir de sa salle de couture. D'ici là, il avait déjà couvert plusieurs dépenses sur ses propres économies, sans savoir que la police aurait pu l'aider. Ce n'était pas une question de négligence. C'était simplement une question de timing. Et quand on est en deuil, la clarté est difficile à trouver. Si vous vous sentez trop dépassé, et pour gérer ces documents vous-même, demandez à quelqu'un de confiance de s'asseoir avec vous pendant que vous le faites. Un membre de la famille, un ami, même un conseiller professionnel, quelqu'un qui peut parcourir cela lentement avec vous et aider à garder une trace de ce qui a été trouvé et de ce qui nécessite encore de l'attention. Même le simple fait de créer une liste de contrôle peut dissiper le brouillard. Gardez tout au même endroit. Prenez un dossier ou une boîte. Faites des copies de ce qui est le plus important. Notez les numéros de compte, les mots de passe, les noms de contact, tout ce que quelqu'un d'autre aurait besoin de savoir s'il devait intervenir pour vous. Car le deuil n'est pas seulement émotionnel.
il est administratif. Et cette partie prend beaucoup de gens au dépourvu. Cette étape peut sembler relever des affaires, mais en réalité, elle fait partie de l'hommage à la vie de votre conjoint. C'est s'assurer que rien n'est perdu, négligé ou laissé dans le chaos. C'est protéger l'héritage qu'ils ont mis tant d'efforts à construire et s'assurer que vous n'êtes pas laissé et seul et à emporter le poids. Numéro 4. La discipline de protéger votre santé. Le chagrin n'affecte pas seulement votre cœur, il affecte tout votre corps. Et dans les jours et les semaines après le décès de votre conjoint, vous pourriez trouver plus difficile que jamais de prendre soin de vous. Les repas sont sautés. Le sommeil devient fragmenté. La motivation disparaît. Même des choses simples comme se brosser les dents ou sortir peuvent sembler inutiles. Mais c'est précisément le moment où prendre soin de votre santé compte le plus. Parce que la perte d'un conjoint ne brise pas seulement les routines, elle met votre bien-être physique en danger de manière que vous pourriez ne pas soupçonner. De nombreux seniors veufs connaissent une perte de poids soudaine, de la fatigue, des problèmes digestifs, une oppression thoracique et des oublis, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que leur corps réagit à une détresse émotionnelle profonde. Cet état de stress, lorsqu'il est prolongé, peut affaiblir le système immunitaire, augmenter la tension artérielle, perturber les niveaux hormonaux et aggraver les conditions préexistantes. Le chagrin est réel, tout comme le tribut qu'il impose à votre corps. Vous n'avez pas besoin d'une routine parfaite. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour un marathon ou de revoir entièrement votre alimentation. Mais vous devez donner à votre corps des soins de base, même si cela semble vide de sens au début. Cela signifie manger quelque chose de nourrissant à intervalles réguliers, même si c'est peu. Cela signifie bouger votre corps, juste une marche lente autour du pâté de maison ou des étirements dans votre salon. Cela signifie se coucher à une heure raisonnable, même si vous ne vous endormez pas tout de suite. Ce ne sont pas juste des conseils de santé. Ce sont des actes de survie. Pensez à Margaret, 84 ans, qui a perdu son mari de 60 ans. Elle était tellement dépassée dans ses premières semaines qu'elle a oublié de prendre ses médicaments pour la tension et a sauté plusieurs repas d'affilée. Ce n'est que lorsqu'elle s'est évanouie en faisant ses courses que sa fille a réalisé ce qui se passait. Ce n'était pas une urgence médicale. C'était le chagrin, non traité et non surveillé, qui trouvait son chemin dans son système physique. Une fois que Margaret a commencé à tenir une routine écrite, repas, eau, pilules, contact quotidien, sa force est lentement revenue, et sa clarté aussi. Il y a un dicton dans le conseil en deuil qui s'applique ici. Quand vous ne savez pas quoi faire, prenez soin de l'animal en vous. Nourrissez-le. Abreuvez-le. Laissez-le se reposer. Laissez-le bouger. Car au niveau le plus fondamental, votre corps essaie de retrouver son équilibre et il a besoin de votre aide pour y parvenir. Vous n'avez peut-être pas faim. Mangez quand même. Vous n'avez peut-être pas envie de vous habiller. Faites-le quand même. Vous ne vous sentez peut-être pas fatigué. Allongez-vous quand même. Non pas parce que vous simulez la force, mais parce que vous la reconstruisez. Une décision tranquille à la fois. Et n'hésitez pas à contacter votre médecin pendant cette période, même si vous pensez que c'est juste le stress. Parfois, le simple fait de parler à un professionnel et de faire vérifier vos constantes vitales peut vous aider à vous ancrer. Cela vous rappelle que vous êtes toujours là, toujours en besoin de soins. Prendre soin de vous ne signifie pas passer à autre chose. Cela ne signifie pas oublier. Cela signifie honorer la personne que vous avez perdue en ne vous perdant pas vous-même dans le processus.
Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Numéro 5. Le danger des décisions précipitées. Dans le sillage de la perte, il y a souvent une envie soudaine de faire de grands changements. Vous pourriez être tenté de vendre la maison, de déménager plus près de vos enfants, de vous débarrasser des affaires de votre conjoint ou de faire des changements financiers majeurs juste pour échapper aux souvenirs. C'est compréhensible. Quand votre monde est bouleversé, changer votre environnement peut sembler la seule façon de retrouver un semblant de contrôle. Mais voici la vérité. La plupart des décisions majeures prises pendant les premières étapes du deuil sont des décisions que les gens regrettent plus tard. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas éventuellement besoin de faire des changements. Vous pourriez. Mais en ce moment, votre esprit est obscurci par le chagrin, l'épuisement et un désir ardent de stabilité qui ne peut être résolu par des actions extérieures. Ce qui semble être une solution aujourd'hui pourrait devenir une source de regret dans quelques mois. Et quand votre conjoint décède, la dernière chose dont vous avez besoin est d'ajouter des couches de perte. Prenons un exemple. Georges, 66 ans, a perdu sa femme soudainement après une attaque cérébrale. En 2 semaines, il a vendu leur maison et a déménagé dans un petit appartement près de son fils, pensant que cela l'aiderait à se sentir moins seul. Mais une fois la poussière retombée, Georges s'est retrouvé submergé par le regret. Ses voisins lui manquaient, son jardin, la cuisine qu'ils avaient rénovée ensemble. L'appartement, bien que pratique, lui semblait étranger. Et maintenant, il devait faire le deuil à la fois de la perte de sa femme et du confort de la vie qu'ils avaient construite. Le deuil a besoin d'espace. Et une partie de cet espace consiste à attendre avant de faire des changements permanents. Vous n'avez pas à laisser les photos où elles sont pour toujours, mais vous n'avez pas non plus à les enlever demain. Vous n'avez pas à décider immédiatement de garder la maison, de fermer le compte, d'annuler l'abonnement ou de réattribuer les biens. Donnez-vous la permission de faire une pause. Et si d'autres vous poussent à aller de l'avant ou à faire le tri, expliquez gentiment que vous avez besoin de temps. Il ne s'agit pas de s'accrocher au passé, il s'agit de permettre à vos émotions de rattraper la réalité. Agir trop vite peut soulager l'inconfort temporairement, mais cela laisse souvent des cicatrices émotionnelles qui prennent des années à traiter. Cela s'applique particulièrement aux décisions financières. Signer des papiers, vendre des actifs ou modifier des investissements doit être fait avec soin et idéalement avec l'aide de quelqu'un de confiance qui n'est pas émotionnellement impliqué dans la situation. Que ce soit un membre de la famille, un conseiller financier ou même un ami expérimenté, avoir un regard extérieur sur ces décisions peut vous protéger d'agir par désespoir ou confusion. Ce que vous vivez est lourd. Et il n'y a aucune honte à prendre votre temps. En fait, c'est sage. Le but n'est pas d'éviter l'action pour toujours, c'est d'agir depuis un lieu de clarté plutôt que par réaction. Et ce genre de clarté ne vient qu'avec le temps, le repos et le soutien. Vous avez déjà vécu un changement majeur. Ne multipliez pas la douleur en vous précipitant dans d'autres. Laissez-vous ajuster. Laissez le brouillard se lever. Et quand le moment sera venu, vous le saurez. Vous vous sentirez plus ancré, plus certain, plus capable de regarder vers l'avenir sans perdre ce qui compte du passé. Numéro 6. Le travail discret de reconstruction de votre identité. Quand votre conjoint décède, ce n'est pas seulement son absence que vous pleurez, c'est la version de vous-même qui existait à ses côtés. Vous faisiez partie d'une équipe, d'un rythme partagé, d'un partenariat avec son propre langage. Peut-être étiez-vous Jean et Marie,
ou nous, ou simplement on. Mais maintenant, il n'y a plus de nous. Et ce changement va plus loin qu'un simple titre. Il modifie le fondement même de qui vous croyez être. Au début, cela peut ne pas être évident. Vous êtes peut-être concentré sur les arrangements, les papiers, les visiteurs et la survie quotidienne. Mais éventuellement, une question commence à résonner dans le silence. Qui suis-je maintenant? Et la vérité est que la plupart des gens ne sont pas préparés à y répondre. Pendant des décennies, votre vie a peut-être tourné autour de routines partagées, de repas, de décisions, d'objectifs, même de blagues, que seuls vous deux compreniez. Sans cette présence partagée, votre rôle change. Vous n'êtes plus le la soignant et le la partenaire, l'époux, l'épouse de la manière dont vous l'étiez. Et ce n'est pas que votre amour disparaît, il ne le fait jamais, mais la structure dans laquelle il vivait a changé pour toujours. Cette étape du deuil n'est pas souvent discutée, mais c'est l'une des plus importantes. Il s'agit du travail, lent et discret, de reconstruction de votre sens de soi, non pas comme un remplacement, mais comme une évolution. C'est s'autoriser à demander « Qu'est-ce que j'apprécie maintenant? À quoi ressemble la paix pour moi? Que veux-je que ces prochaines années représentent, même si elles semblent différentes de ce que j'imaginais? » Prenez Irène, 82 ans, qui a perdu son mari après 55 ans de mariage. Au début, elle gardait tout pareil. Ses chaussons près de la porte, sa tasse à café sur le comptoir. Elle ne pouvait imaginer la vie sans le nous. Mais des mois plus tard, elle a recommencé à peindre, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis ses 20 ans. Non pas pour se distraire, mais pour renouer avec une version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Cela ne signifiait pas qu'elle aimait moins son mari. Cela signifiait qu'elle était toujours en vie et qu'elle avait besoin de continuer à vivre. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de grandir. Vous avez le droit de devenir quelqu'un de nouveau, même en portant le souvenir de qui vous étiez ensemble. Reconstruire votre identité ne trahit pas le passé. Cela l'honore en continuant d'avancer avec intention. Peut-être que cela signifie rejoindre un groupe. Peut-être que cela signifie voyager quelque part où vous avez toujours rêvé d'aller. Peut-être que cela signifie lire un nouveau genre de livre, se faire de nouveaux amis, ou simplement apprendre à être bien en votre propre compagnie. Ce ne sont pas des substituts à l'amour, ce sont des réponses à la vie. Vous n'avez pas à tout comprendre d'un coup. En fait, vous ne le pourrez pas. L'identité après la perte est quelque chose que vous découvrez pouce par pouce, jour après jour. Mais chaque petit pas, chaque nouvelle habitude, chaque minuscule curiosité fait partie de la réappropriation de votre histoire. Vous n'êtes pas seulement qui vous étiez avec votre conjoint. Vous êtes sus. Vous êtes aussi qui vous devenez sans eux. Et cette version de vous mérite tout autant de soins, d'attention et d'amour que celle d'avant. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Dernière réflexion. Perdre son conjoint est l'une des blessures les plus profondes de la vie. Cela n'emporte pas seulement la personne que vous aimez. Cela emporte le rythme de vos jours, le son de votre foyer, le confort d'être vu sans avoir besoin de vous expliquer. Rien ne vous prépare à ce silence. Rien ne le comble entièrement. Mais aussi douloureux que cela soit, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses petites, humaines, compatissantes, qui vous aident à survivre à la tempête et, lentement, prudemment, à recommencer. Ces 6 étapes dont nous avons parlé ne sont pas des règles. Ce sont des points d'ancrage. Ils vous aident à rester ancré et, lorsque le chagrin semble trop grand, ressentir avant de réparer, tendre la main tôt,
rassembler les documents, prendre soin de votre santé, éviter les décisions précipitées et reconstruire votre identité, aucune d'elles n'est facile. Mais chacune d'elles compte. Vous n'avez pas à être parfait pour cela. Vous n'avez pas à le faire rapidement. Vous devez juste continuer à avancer. Et si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, que ce soit ceci, vous n'êtes pas seul. D'autres ont parcouru ce chemin. D'autres le parcourent en ce moment même. Et chacun d'eux, tout comme vous, essaie de comprendre comment vivre avec un cœur qui a été brisé. Le deuil ne signifie pas que votre histoire est terminée. Cela signifie qu'un nouveau chapitre a commencé, un que vous n'avez pas demandé, un que vous n'avez jamais voulu, mais un qui est toujours le vôtre à écrire. Et dans ce chapitre, c'est vous qui décidez à quoi ressemble la guérison, à quoi ressemble l'amour, ce que la vie peut encore devenir, même après le plus dur des adieux. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.